Une rumeur a commencé par un chiffre presque anodin, puis un autre qui semblait contredire tout ce qu'on disait du Burkina Faso. Aux yeux de nombreuses capitales occidentales, le pays glissait vers le chaos, classé comme un maillon fragile du Sahel. Mais à l'intérieur, autour d'Ibrahim Traoré, les sondages et les foules racontaient une toute autre histoire de soutien, de fierté et de défi. Alors, que vaut vraiment un ciel de drone face à une population décidée à reprendre son destin en main? Et le vrai test du pouvoir ne commence-t-il pas ici? La promesse est simple, mais son coût reste immense. Si le Burkina Faso veut réellement défendre sa souveraineté, il doit traverser une zone de turbulence où chaque décision peut renforcer ou fissurer l'État. Dès les premières mesures, l'entourage d'Ibrahim Traoré a présenté son projet comme une reprise de contrôle, une rupture nette avec des décennies d'ingérence étrangère. Mais derrière ce discours affirmé se cache un enjeu bien plus tranchant. Comment tenir face aux pressions extérieures alors que la situation sécuritaire interne reste volatile? L'intérêt de cette trajectoire réside dans un point crucial. Une souveraineté n'a de valeur que si elle améliore réellement la vie quotidienne. Cette équation de 10 mots définit l'attente des Burkinabés et expose le pouvoir à un test inévitable. Car si la montée des groupes armés continue et que les tensions diplomatiques s'intensifient, le pari pourrait se retourner contre ses auteurs. Pour introduire ce passage, on peut dire que la première fissure apparaît lorsqu'un chiffre revient sans cesse dans les discussions, 65%, le niveau de soutien populaire atteint par Ibrahim Traoré après l'expulsion des forces étrangères. Cette donnée, loin d'être anecdotique, révèle une bascule intérieure que beaucoup à l'extérieur n'avaient pas anticipée. Car ce pourcentage n'est pas seulement un indicateur politique, c'est le signe d'une recomposition profonde des attentes, des colères et des imaginaires au sein de la population. Dans ce contexte, le discours annonçant que des drones occidentaux pourraient bientôt traverser le ciel du Burkina Faso a agi comme un déclencheur. Là où certains y voyaient en une simple rumeur, d'autres ont immédiatement perçu un geste de provocation, une tentative de tester les limites d'un pays qui venait tout juste de redéfinir son orientation stratégique. Depuis 2022, le pays est engagé dans une rupture nette. Fermeture des bases françaises, fin des missions occidentales, réorientation vers des partenaires alternatifs comme la Russie et consolidation d'un appareil militaire cherchant à affirmer son autonomie. Cependant, cette transformation ne s'est pas déroulée dans un vide politique. Les tensions régionales au Sahel, marquées par une montée continue des groupes djihadistes, ont fait du territoire burkinabé un espace de confrontation où chaque choix diplomatique modifie l'équilibre des forces. La rupture avec l'Occident a suscité enthousiasme et inquiétude, admiration et méfiance, selon l'angle depuis lequel on observe les événements. Dans les rues de Ouagadougou, la figure du capitaine est devenu un symbole. Pour une partie de la jeunesse africaine, il représente une relève politique, une incarnation de résistance aux modèles imposés. Pour ses adversaires, il serait au contraire l'élément déclencheur d'une recomposition risquée, ouvrant la voie à des alliances qui pourraient fragiliser la région. Ainsi, la question initiale, celle du survol possible par des drones étrangers, dépasse largement un débat technique. Elle expose une fracture plus profonde entre souveraineté revendiquée et pressions extérieures persistantes. Et c'est exactement cette tension qui prépare le terrain pour la suite. Le rôle joué par Ibrahim Traoré dans cette séquence n'est pas celui d'un simple chef militaire, mais celui d'un point de repère dans un paysage politique bouleversé. Dès son arrivée au pouvoir, sa manière d'agir a tracé une ligne directrice: parler directement au peuple, contourner les canaux diplomatiques classiques et transformer chaque prise de parole publique en acte de souveraineté.
Cette méthode, qui peut sembler rudimentaire vue d'ailleurs, s'est pourtant révélée d'une efficacité notable dans un pays où la méfiance envers les structures étrangères était déjà diffuse. Un premier microcas l'illustre clairement. Le jour où il a averti que tout drone étranger trouverait le pays debout, le message n'était pas seulement militaire. Sur les places publiques, de jeunes recrues se sont rassemblés spontanément, interprétant ces mots comme un appel à la dignité nationale. Cette réaction rapide a montré que la portée symbolique dépassait largement l'intention opérationnelle. Un second microcas éclaire un autre versant de cette dynamique. Dans plusieurs quartiers de la capitale, des groupes de civils ont relayé le discours sur les réseaux sociaux, contribuant à en faire un signal régional. Leur motivation n'était pas uniquement patriotique. Ils voyaient dans cette posture une manière de rompre avec des décennies de dépendance politique. Ces effets précoces révèlent un point essentiel. La trajectoire ouverte par ce leadership repose sur une interaction directe entre décision politique et mobilisation populaire. Même si les tensions sécuritaires persistent et que les risques extérieurs s'accumulent, ce lien étroit reste l'un des leviers les plus puissants du pays. Pour introduire ce passage, on peut dire que tout commence par un murmure, un bruit diffus, presque banal, parlant d'un possible survol du territoire par des drones occidentaux. L'information paraît d'abord vague, peu crédible, noyée dans les flux de nouvelles contradictoires sur la région sahélienne. Mais le contexte, lui, est inflammable. Et lorsque ce type de rumeur circule dans un pays placé au centre d'une recomposition géopolitique, elle cesse rapidement d'être anodine. Avant même que les autorités ne réagissent, plusieurs observateurs et relais locaux s'interrogent. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce message précis dans une période déjà tendue? En parallèle, les tensions régionales s'accentuent comme si chacun testait les limites de l'autre. On parle d'incursions possibles, de signaux brouillés, d'avertissements voilés. Et au milieu de ce champ magnétique instable, une figure se détache, Ibrahim Traoré. La séquence bascule lorsque le chef de l'État décide de s'adresser directement au peuple, pas dans un communiqué formel, pas dans un bureau climatisé, mais debout, sous une chaleur écrasante, en uniforme, face à des caméras et à des centaines de citoyens. Sa déclaration est brève, frontale, sans détour. Nous ne sommes pas des colonies. Si ces appareils franchissent notre ciel, ils nous trouveront debout. Cette phrase agit comme un détonateur. Elle marque un point de non-retour. Dans les heures qui suivent, les réactions se multiplient. Sur les réseaux sociaux, des extraits circulent immédiatement. Sur le terrain, dans plusieurs quartiers urbains et ruraux, des groupes de jeunes s'organisent spontanément autour de discours de soutien. Le symbole dépasse le message. Le moment charnière survient lorsque des acteurs extérieurs interprètent ce discours non comme une mise en garde, mais comme une provocation. Des prises de position s'enchaînent dans la presse internationale. Certains y voient un défi lancé à l'ordre établi. D'autres, au contraire, observent une tentative d'intimidation occidentale. Le fossé narratif s'élargit. Puis vient la phase de réorientation stratégique. Les décisions prises depuis 2022, rupture avec plusieurs partenaires européens, fin des accords militaires, fermeture des bases, se retrouvent soudain réexaminées à travers cette rumeur de drones. La coopération renforcée avec la Fédération de Russie prend un relief nouveau. On évoque le soutien technique, l'assistance militaire, la redéfinition des alliances. Simultanément, un autre phénomène s'intensifie, la montée des groupes djihadistes dans les zones frontalières. Profitant du retrait progressif des forces étrangères, certains réseaux tentent d'étendre leur influence. Les attaques se multiplient, parfois espacées de quelques jours seulement. L'État burkinabé répond par des opérations ciblées, des renforts et des annonces d'investissements militaires majeurs. Le crescendo atteint son apogée lorsque des manifestations massives réunissant plusieurs dizaines de milliers de personnes émergent dans la capitale.
Ce mouvement populaire s'alimente autant de frustration que d'espoir. L'enjeu n'est plus seulement la rumeur, il devient un symbole d'identité, de fierté et de rupture avec un passé jugé imposé. Mais derrière le tumulte, les risques demeurent. Les pressions diplomatiques se renforcent, les critiques affluent, la menace d'un isolement international se dessine. Les tensions internes persistent, nourries par l'insécurité et la fragilité économique. L'effervescence patriotique, aussi puissante soit-elle, ne suffit pas à dissiper les défis structurels. Ainsi s'installe là ce que l'on pourrait appeler une secousse prolongée de toute cette séquence, une oscillation entre affirmation souveraine et vulnérabilité persistante. Le pays avance, mais sur une crête étroite, et chaque nouvel événement pourrait, à tout moment, déclencher une nouvelle onde de choc. La trajectoire du pays se lit d'abord dans un simple mouvement, un passage de fragmentation politique interne à une consolidation progressive autour d'un noyau de décision souveraine. C'est la baseline. Et lorsque l'on observe ce qui s'est produit après 2022, la delta, l'écart devient net. Davantage de mobilisation civique, davantage d'alignement autour de la rhétorique nationale et surtout une montée visible du soutien populaire. Ces variations ne sont pas abstraites. Elles reposent sur des indicateurs mesurables et des réactions collectives qui montrent comment un pays réoriente sa trajectoire en pleine turbulence régionale. Premier indicateur, 65%. Ce taux de satisfaction, relevé après l'expulsion des forces étrangères, signale une adhésion inhabituelle dans un contexte instable. Il révèle aussi un basculement psychologique fort dans la population burkinabé qui associe souveraineté affirmée et regain de confiance collective. Deuxième indicateur, 50 000 personnes. Ces rassemblements observés dans la capitale témoignent d'une capacité rare de mobilisation civique organisée. Ils montrent comment un discours politique peut se transformer en mouvement social structuré, même en l'absence d'un appareil institutionnel solide. Troisième indicateur, plus 30% de victimes civiles en 2023. Cette hausse reflète l'intensification des actions djihadistes dans plusieurs zones frontalières. Elle illustre aussi un paradoxe central. L'affirmation souveraine renforce la cohésion interne, mais s'accompagne d'une pression sécuritaire croissante. Autour de ces chiffres gravitent des dynamiques plus diffuses, mais tout aussi révélatrices. Par exemple, la recrudescence des engagements militaires volontaires, visibles dans de nombreux districts, s'aligne avec l'image d'un pays qui se mobilise face à des menaces multiples. Ce phénomène démontre que la popularité du capitaine ne repose pas seulement sur des slogans, mais sur un sentiment de participation active à la défense du territoire. Dans le même temps, la réduction de 40% de l'aide occidentale pèse sur les capacités économiques. Cette contraction financière agit comme une contrainte structurelle qui oblige l'État à chercher de nouvelles sources de soutien, mais elle accroît aussi le risque d'une dépendance alternative. En l'absence d'investissements suffisants dans les infrastructures locales, cette baisse fragilise davantage certains secteurs essentiels, notamment les zones rurales où la résilience économique reste limitée. Les dépenses militaires suivent une tendance différente. Les contrats estimés à 120 millions de dollars pour moderniser les systèmes de défense sont présentés comme une réponse directe à la menace aérienne et aux actions des groupes armés. Bien que ces investissements renforcent la capacité de résistance, ils absorbent une part importante du budget national, ce qui réduit les marges de manœuvre dans les politiques sociales. Cette tension entre sécurité et développement devient l'un des dilemmes les plus structurants de la période actuelle. Au centre de ces évolutions, Ibrahim Traoré maintient une posture affirmée, souveraineté d'abord, alliance ensuite.
mais les données disponibles montrent que cette orientation, si elle possède un fort écho populaire, entraîne également une accumulation de vulnérabilité. L'équilibre est donc précaire entre un élan mobilisateur puissant et des coûts stratégiques élevés. La lecture combinée de ces chiffres dessine un paysage contrasté. Elle met en évidence un pays engagé dans une mutation profonde où les gains symboliques sont considérables, mais où les risques restent constants. Les prochains mois dépendront de la capacité à convertir cette énergie collective en stabilité durable, un objectif qui n'est pas encore garanti, mais dont les fondations commencent à apparaître. Le premier argument fort en faveur de la ligne défendue par Ibrahim Traoré repose sur la souveraineté nationale. Pour ses partisans, la présence militaire étrangère n'a pas stabilisé la région, elle aurait même contribué à l'enracinement des groupes armés au Sahel. Dans cette lecture, le retrait des forces occidentales devient un acte fondateur, un geste de rupture destiné à rendre aux populations le contrôle de leur sécurité. La mobilisation populaire, visible dans plusieurs manifestations de grande ampleur, renforcerait cette idée. Un pays ne peut construire la paix durable sans la participation active de ses citoyens. Un second argument avancé par les défenseurs de cette politique concerne la dynamique panafricaine. La position ferme adoptée par Ouagadougou aurait encouragé certains voisins à réévaluer leurs alliances, amorçant un mouvement régional de remise en cause des rapports de force historiques. Cette tendance serait le signe d'un réveil politique, d'un désir partagé de sortir d'un modèle de dépendance envers les mêmes puissances extérieures. En face, les critiques invoquent d'abord le risque d'isolement international. La réduction de l'aide humanitaire et des programmes de développement, déjà perceptibles depuis 2022, fragilise l'économie d'un pays où de larges fractions de la population dépendent encore de soutiens extérieurs. Sans partenariat diversifié et stable, les capacités institutionnelles pourraient s'éroder davantage, limitant la marge de manœuvre du gouvernement. Un autre argument puissant concerne la montée continue des groupes djihadistes. Selon les analystes les plus sceptiques, la rupture avec les partenaires occidentaux aurait créé un vide sécuritaire exploité par ces organisations. Pour eux, la hausse de 30% des victimes civiles en est le symptôme le plus alarmant, illustrant une dégradation qui pourrait dépasser les capacités de réaction nationale. La synthèse des données disponibles permet toutefois de nuancer ces positions. Les choix opérés par le capitaine ont produit un effet mobilisateur notable, tout en attirant une pression accrue sur le pays. Les indicateurs montrent un soutien populaire élevé, mais aussi une intensification des menaces. Ainsi, la stratégie actuelle ne peut être lue ni comme un succès évident, ni comme un échec annoncé. Elle s'inscrit dans une transition incertaine où chaque avantage se paie d'un coût élevé. Ce moment charnière se manifeste lorsque la rumeur sur les drones cesse d'être un simple signal périphérique pour devenir un test grandeur nature de la nouvelle orientation stratégique du pays. Jusqu'ici, la confrontation restait essentiellement narrative, alimentée par déclarations, contre-déclarations et recomposition diplomatique. Mais l'idée même d'une intrusion aérienne transforme soudain le cadre. Elle déplace le débat du terrain idéologique vers celui de la souveraineté concrète, visible, immédiate. Cette bascule est renforcée par la manière dont les Burkinabés réagissent. Les rassemblements spontanés montrent que la question ne concerne plus uniquement les élites politiques. Elle touche désormais la population dans son rapport au territoire. Ce glissement du discours public vers un réflexe collectif marque une étape déterminante. La souveraineté n'est plus un slogan, mais une ligne à défendre. Pour Ibrahim Traoré, ce midpoint devient un révélateur. Il expose le coût réel de ses choix,
Soutien populaire massif d'un côté, intensification des tensions sécuritaires et diplomatiques de l'autre. La scène s'élargit, les risques aussi. Et dans cette nouvelle configuration, chaque action est scrutée comme une indication du futur possible. Les conséquences de cette séquence politique et sécuritaire se déploient en 4 cercles d'impact, chacun révélant une transformation différente de la société burkinabé et de son environnement stratégique. L'effet immédiat n'est pas uniquement symbolique. Il modifie les comportements institutionnels, les dynamiques économiques, les attentes sociales et l'équilibre régional. L'appareil d'État se retrouve placé dans une logique d'affirmation constante. Les décisions prises depuis 2022, notamment le retrait des forces étrangères, obligent les institutions à assumer un rôle plus étendu dans la gestion sécuritaire. Cette évolution se voit dans la multiplication des opérations militaires internes et dans les investissements importants consacrés aux dispositifs de défense. Toutefois, l'administration doit composer avec une réduction notable de l'aide internationale, ce qui contraint ses capacités d'action. Cette tension structurelle entre ambition souveraine et ressources limitées devient un défi majeur pour la continuité institutionnelle. Les répercussions économiques découlent directement des choix diplomatiques. La diminution de 40% des financements occidentaux affecte les secteurs dépendants des programmes de développement. Les entreprises locales, déjà fragiles, ressentent cette contraction sous forme de ralentissement des projets et d'incertitudes persistantes. Parallèlement, les nouvelles alliances, en particulier les accords militaires et techniques, impliquent des coûts élevés qui réduisent la marge budgétaire pour d'autres priorités. Malgré cela, une partie des acteurs économiques voit dans cette phase de transition l'opportunité de diversifier les partenariats et de réduire la dépendance traditionnelle à quelques bailleurs dominants. La réaction populaire constitue l'un des aspects les plus marquants de cette période. Les rassemblements massifs et la mobilisation croissante des jeunes montrent qu'une large partie de la population considère la posture officielle comme une voie de dignité retrouvée. Cependant, cette dynamique coexiste avec une réalité plus sombre. La hausse de 30% des victimes civiles témoigne de la pression sécuritaire accrue ressentie dans diverses localités. Ce contraste souligne un paradoxe social profond, un sentiment de fierté nationale renforcé, mais sur un terrain où la vulnérabilité quotidienne reste élevée. Pour Ibrahim Traoré, cette dualité représente à la fois un capital politique important et une source constante de risques. Au niveau régional, la rupture burkinabé agit comme un accélérateur. Elle influence directement les repositionnements du Mali et du Niger, qui reconsidèrent eux aussi leurs alliances historiques. Cette dynamique façonne un nouvel équilibre au Sahel où plusieurs États cherchent à se détacher des partenaires traditionnels pour explorer des coopérations alternatives. Toutefois, cette recomposition s'accompagne d'un effet secondaire notable. La pression djihadiste s'intensifie dans les zones frontalières, profitant de la transition stratégique en cours. Le paysage régional devient ainsi plus volatile, plus imprévisible, avec des conséquences immédiates sur la sécurité collective. Les effets combinés de ces 4 cercles dessinent un pays en transformation accélérée, plus déterminé à défendre son autonomie, mais contraint d'affronter des vulnérabilités persistantes. La trajectoire reste ouverte et c'est précisément cette incertitude qui rend la suite décisive. Les prochains mois détermineront la direction réelle prise par le pays car les tensions internes, les recompositions diplomatiques et l'évolution de la menace sécuritaire s'entrecroisent désormais de manière structurelle. Pour comprendre cette trajectoire possible, 3 scénarios permettent d'esquisser les dynamiques les plus plausibles à court et moyen terme. Dans cette hypothèse, les décisions actuelles continuent de produire des effets contrastés.
Le gouvernement parvient à maintenir un équilibre minimal entre souveraineté affirmée et gestion opérationnelle des crises. Les opérations de sécurité se poursuivent avec des succès ponctuels, mais sans renverser totalement la tendance djihadiste. L'économie reste sous pression en raison de la contraction des financements extérieurs, mais quelques marges de manœuvre émergent grâce à des partenariats alternatifs limités. La population conserve un niveau de confiance élevé envers la posture nationale, bien que l'usure liée à l'insécurité puisse commencer à se faire sentir. Dans cette configuration, les mécanismes de mobilisation populaire observés depuis 2022 se transforment en structures durables. La cohésion interne s'améliore, les institutions renforcent progressivement leurs capacités et certaines réformes économiques locales commencent à porter leurs premiers effets. Sur le plan régional, l'impulsion burkinabé contribue à stabiliser les alliances alternatives, ce qui crée un environnement plus prévisible. Les attaques djihadistes, bien que toujours présentes, reculent sous la pression combinée des forces locales et de nouveaux appuis techniques. Pour Ibrahim Traoré, ce scénario offrirait une légitimité renforcée et la possibilité d'inscrire durablement son projet souverainiste dans le paysage politique. Ici, les tensions actuelles s'aggravent. L'intensification des attaques armées dépasse les capacités opérationnelles du pays et entraîne une détérioration du contrôle territorial. L'isolement diplomatique devient plus prononcé, notamment si les financements extérieurs continuent à diminuer. Les nouvelles alliances ne suffisent pas à compenser cette perte et l'économie subit un ralentissement sévère. La population, malgré un attachement persistant à la souveraineté, pourrait exprimer une lassitude croissante face au coût quotidien de l'insécurité. Dans ce scénario, les marges politiques du pouvoir se réduiraient fortement. Une clé de lecture. Entre ces trois trajectoires, la variable décisive reste la capacité du pays à convertir l'élan symbolique actuel en mécanisme institutionnel solide. Une souveraineté durable ne tient pas uniquement à la posture, mais à la cohérence des choix et à leur inscription dans le temps long. Les conséquences de cette reconfiguration politique ne s'adressant pas seulement aux institutions. Elles touchent directement ceux qui observent, suivent ou tentent de comprendre les promesses et les risques de cette nouvelle trajectoire. Trois groupes distincts mais interconnectés ressentent particulièrement cette transition. Pour eux, le changement se mesure dans les rues, dans les discussions et dans la manière dont la souveraineté est devenue un repère émotionnel. Les discours affirmés donnent un sentiment de dignité retrouvée, mais la présence persistante des attaques armées rappelle les limites concrètes de cette renaissance. Ils oscillent entre fierté politique et vigilance permanente, conscients que chaque avancée symbolique doit s'accompagner d'un gain réel en sécurité et en stabilité. Dans plusieurs pays, la posture burkinabé est devenue un miroir. Certains y voient un modèle, celui d'un État qui revendique son autonomie, qui parle avec une franchise inhabituelle et qui remet en question les rapports de force historiques. D'autres y perçoivent un pari risqué, susceptible d'entraîner une escalade ou d'alimenter des dynamiques difficiles à contrôler. Dans les deux cas, ce mouvement résonne comme un signal politique, un appel à reconsidérer les alliances et les responsabilités continentales. Analystes, diplomates et organisations extérieures examinent cette trajectoire à travers le prisme de la stabilité régionale. Pour eux, les orientations actuelles représentent autant d'opportunités que d'incertitudes. La montée des groupes djihadistes, la recomposition des alliances et la pression croissante sur les budgets nationaux créent un environnement où chaque geste du pouvoir, notamment de Ibrahim Traoré, est évalué comme un indicateur stratégique. Ces trois perspectives montrent que l'enjeu dépasse largement les frontières nationales. Il façonne une conversation plus vaste sur l'avenir du Sahel
et sur la place que peuvent y occuper des États qui revendiquent leur autonomie dans un contexte mondial instable. Pour transformer l'élan actuel en stabilité durable, un ensemble d'actions coordonnées doit être mis en œuvre. Elles ne constituent pas une garantie, mais elles ouvrent des trajectoires où la souveraineté politique peut se traduire par des résultats tangibles. Les institutions ont besoin d'un socle plus robuste pour absorber les tensions sécuritaires et diplomatiques. Cela implique un renforcement des mécanismes de coordination entre ministères, une transparence accrue dans les allocations budgétaires et une meilleure articulation entre décisions nationales et besoins locaux. L'efficacité de cette étape se mesure par la rapidité d'exécution et la réduction des zones administratives fragiles. La priorité opérationnelle consiste à renforcer la capacité de réponse face aux groupes armés. L'objectif n'est pas de tout neutraliser rapidement, tâche irréaliste, mais de contenir les avancées les plus critiques. Le suivi se fait via la baisse des incidents majeurs dans les zones frontalières et l'amélioration de la mobilité des unités locales. Face à la contraction des financements occidentaux, le pays doit soutenir ses secteurs vitaux. Cela passe par une sécurisation minimale des corridors commerciaux, une relance ciblée des activités locales et un accompagnement technique des petites entreprises. Le progrès se mesure par la stabilité des prix, la continuité des flux logistiques et la réactivation progressive des initiatives locales. Les partenariats existants doivent être utilisés sans créer une dépendance nouvelle. L'objectif est d'obtenir un soutien technique et logistique mesurable, tout en préservant la marge de manœuvre politique. Pour Ibrahim Traoré, cette étape conditionne la crédibilité de la posture souverainiste. Les indicateurs sont la diversification des coopérations et la capacité du pays à éviter une polarisation excessive. Cette feuille de route n'élimine pas les risques en Amérique, mais elle propose une manière d'organiser l'action publique dans une période où chaque décision modifie l'équilibre national. Lorsque l'on revient à ce moment fondateur, celui où un homme en uniforme, debout sous un soleil écrasant, a choisi de parler directement à son peuple, on mesure mieux ce que représente la trajectoire actuelle. Ce geste, évoqué dans les premiers instants de cette séquence, n'était pas seulement une prise de position politique. Il incarnait une manière de dire que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une posture collective, portée à la fois par les autorités et par ceux qui vivent les réalités du territoire. Au fil des mois, cette image s'est imposée comme un point de référence. Elle accompagne les mobilisations populaires, les inquiétudes sécuritaires, les tensions diplomatiques et les espoirs d'un pays qui cherche encore sa voie. Pour Ibrahim Traoré, elle demeure le rappel d'un engagement, celui de défendre une ligne de conduite malgré les risques, les critiques ou les interprétations extérieures. Aujourd'hui, alors que les tensions persistent et que les enjeux s'amplifient, cette scène continue d'agir comme un repère silencieux. Elle montre qu'un choix politique peut devenir un symbole durable, à condition d'être soutenu par des actes cohérents et une volonté claire. La souveraineté commence toujours par un geste assumé. À ce stade, l'enjeu dépasse largement les discours et les confrontations politiques. Ce qui se joue, c'est la manière dont une nation parvient à transformer un moment de rupture en projet collectif, capable d'inspirer ou d'interroger bien au-delà de ses frontières. Les débats, les doutes et les espoirs qui traversent le pays rejoignent désormais une conversation plus large, portée par ceux qui réfléchissent à l'avenir du Sahel et au rôle que les peuples africains souhaitent y occuper. La Union africaine elle-même observe ces mouvements comme les signes d'un continent en transition, hésitant encore entre héritage passé et nouveaux équilibres. Dans cette période où tout semble possible, les progrès comme les retours en arrière, le plus essentiel reste peut-être la capacité de chacun à participer, à questionner, à comprendre les choix en cours. Les trajectoires nationales ne se construisent pas uniquement dans les institutions. Elles naissent aussi dans la manière dont les citoyens s'approprient ces défis. Alors,
Selon vous, quelle voie l'Afrique devrait-elle privilégier pour affirmer réellement son autonomie dans un monde en recomposition?